internationale. Bonjour à tous, voici les titres. La réconciliation nationale en marche en Côte d'Ivoire. Le ministre Bertin Kouadio-Konan, les acteurs politiques, chefs traditionnels et autres guides religieux ont échangé récemment à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Thème retenu, compréhension mutuelle, démocratie, réconciliation et paix. La République démocratique du Congo à nouveau secouée par la maladie à virus Ebola. Les autorités congolaises ont annoncé hier la résurgence du virus dans l'est du pays où l'Organisation mondiale de la santé a dépêché une équipe d'experts médicaux après le décès d'une patiente. Enfin, le championnat d'Afrique des Nations 2020, deuxième titre consécutif hier pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont battu les Aigles du Mali par 2-0. Pour commencer, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a appris avec une grande tristesse le décès de M. Laurent Donafo-Logo, ancien ministre d'État, ancien président du Conseil économique et social. La nation ivoirienne perd ainsi un journaliste émérite, un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan et un fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présente ses condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à tous ses proches. Des hommages de la nation ivoirienne seront rendus à l'illustre disparu à une très prochaine date. Toujours en Côte d'Ivoire, des initiatives pour renforcer la réconciliation nationale et la paix. En effet, les acteurs politiques, chefs traditionnels, guides religieux, leaders de femmes et de jeunesse ont échangé récemment à Yamoussoukro, dans le centre du pays, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'était en présence du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio-Konan. Thème retenu, compréhension mutuelle, démocratie, réconciliation et paix. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Lieu idéal de la tenue de la journée de réflexion et d'échange pour la réconciliation et la paix. Acteurs des partis politiques, responsables de femmes et de jeunesse pour faire le deuil des malheureux événements de la présidentielle d'octobre 2020 autour du ministre de la Réconciliation nationale, une initiative de l'ONG Tomino. Le chantier de la réconciliation est une œuvre de longue haleine qui a besoin d'ouvriers, de bénévoles convaincus et chantant à l'unisson ce slogan « La paix, tout le monde y gagne ». Augustin Thiam a rassuré le ministre Bertin Kouadio de son soutien pour la réussite de sa mission. Le message que son Excellence le Président Alassane Ouattara nous a adressé en créant le ministère de la Réconciliation soit effectif et que l'oufouettisme cesse d'être un vain mot mais devienne enfin un comportement. Bertin Kouadio a affirmé que la paix et la réconciliation sont deux impérieuses nécessités pour les Ivoiriens. J'exhorte nos leaders politiques à désarmer leurs paroles, nos partenaires de la presse à désarmer leurs plumes et nos populations à désarmer leurs cœurs en vue de créer un climat social apaisé et aboutir à des élections législatives sans heurts. La réconciliation devient dès lors un impérieux devoir pour tout habitant de la Côte d'Ivoire, car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas de développement durable. Des messages de paix ont été véhiculés par les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders de femmes et de jeunesse. Plusieurs responsables administratifs et politiques ont été faits ambassadeurs de la réconciliation et de la paix. Ils ont pour mission de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. À présent, la page dédiée à la lutte contre le coronavirus.
La Côte d'Ivoire toujours touchée par la maladie coronavirus. En effet, 258 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 29 825 cas confirmés de coronavirus, 27 981 personnes guéries, 162 décès et 2082 cas actifs. Plus loin, la République démocratique du Congo à nouveau frappée par Ebola. Les autorités congolaises ont en effet annoncé hier la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la partie est du pays, et cela après le décès d'une femme de cette maladie, 3 mois après la déclaration de la fin d'une épidémie sans précédent. Retour en Côte d'Ivoire où la réserve naturelle du Mont Nemba est actuellement en danger. En effet, ce site inscrit en 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses nombreux atouts est menacé par le développement de projets miniers. Les précisions de Eve Boué. La réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, créée en 1944, est dominée par une chaîne de montagnes qui culmine à 1752 mètres. Elle couvre une superficie totale de 17 540 hectares, dont 12 540 en Guinée et 5 000 en Côte d'Ivoire. Elle constitue le premier site transfrontalier africain inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981 pour la Guinée et en 1982 pour la Côte d'Ivoire. Cette aire protégée est gérée par le Centre de gestion de l'environnement des monts Nemba et Simandou, CEGEN pour la partie guinéenne, et l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce site renferme une flore et une faune impressionnantes avec des espèces endémiques comme le crapaud vivipare. Par la suite, le bien a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1992 en raison de menaces. C'était dû à la crise au Libéria dans les années 90 qui a fait qu'il y a eu beaucoup de réfugiés libériens qui avaient envahi la réserve. Et voilà, donc ça avait impacté la valeur universelle du bien. Mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux tels que les permis miniers autour et autres, qui font que la réserve est toujours sur la liste en péril. Cette menace de développement de projets miniers concerne la partie guinéenne. Nous voyons que la situation d'exploitation minière existe toujours dans les recommandations de l'UICN UNESCO. Ma surprise, c'est sur ce côté-là, parce que le gouvernement guinéen a été à l'UNESCO, UICN, pour discuter d'enlever cette portion-là de la réserve, ce qui a été fait par un acte du président de la République. Ils ont proposé des actions que la Guinée devait faire pour que nous soyons quand même sauvés par rapport à la réserve en péril. En plus de cela, d'autres menaces existent, notamment les projets de développement routier, les braconnages, les feux de brousse, les activités agricoles, la déforestation. Il faut noter que le processus pour sortir le bien de la liste du patrimoine mondial en péril est en cours depuis quelques années, avec une coopération transfrontalière mise en avant. Nous visons comme objectif collectif le retrait du Mont Nimba de la liste du patrimoine mondial en péril. Ceci se fait étape par étape. L'OIPR du côté ivoirien, le CEGENS du côté guinéen. Nous travaillons ensemble, les choses peuvent prendre un petit peu de temps. C'est dire que nos deux États ils se battent pour que cette réserve, qui est un patrimoine mondial, qui n'est pas seulement pour nos deux pays, qui appartient à tout le monde entier, soit sauvée. Plusieurs missions et réunions se sont déroulées pour formaliser le processus de retrait. On peut citer entre autres en janvier 2019 une mission conjointe de suivi réactif avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'Union internationale de la conservation de la nature, UCN, a permis de développer une proposition de l'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril appelée DSCOR, sigle en anglais. Les orientations de la Convention veulent qu'il y ait un état de conservation souhaité qui puisse être élaboré avant tout processus de retrait d'un site de la liste du patrimoine mondial en péril. Ce processus, pour des raisons diverses, notamment l'absence de données sur des indicateurs biologiques d'intégrité, n'ont pas permis
de finaliser l'état de conservation souhaité en vue du retrait de la réserve naturelle intégrale de la liste du patrimoine mondial en péril. Suite à cela, en février 2019 à Mans, les choses ont avancé au cours de la première réunion régionale sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Visite aux riverains et randonnée à l'intérieur de la réserve étaient au menu. Et plus récemment, du 10 au 14 janvier 2021, a eu lieu la réunion sur le projet d'appui à la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba pour l'autonomisation des communautés riveraines et la finalisation du DSCOR. Les communautés riveraines de Bakoré en Guinée et Yéalé en Côte d'Ivoire ont reçu 2 moulins multifonctions et des semences de sorte à améliorer leur résilience. Après la visite aux communautés, toutes les parties prenantes se sont retrouvées à Mans durant 2 jours pour passer au peigne fin la proposition du DSCOR. Ensemble, le Centre du patrimoine mondial qui assure le secrétariat de la Convention, l'UICN qui est un organe consultatif, disons un peu le conseiller technique pour les sites naturels, et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à fournir de l'information scientifique et technique. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour travailler à identifier des indicateurs pour aboutir à l'état de conservation souhaité du site en vue de son retrait. Ça nous permet de passer en revue les indicateurs, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les atteindre afin d'atteindre un état de conservation souhaité pour que la réserve soit retirée de la liste des sites du patrimoine mondial en péril. Au bout des réflexions, 8 indicateurs sur l'intégrité, la protection et la gestion ont été retenus pour la finalisation du DSCOR. On peut le dire, le processus de retrait de la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba de la liste du patrimoine mondial en péril est enclenché. Après l'étape de la finalisation de l'état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril, suivra celle de la validation avant sa soumission pour examen par le Comité du patrimoine mondial en sa 45e session prévue se tenir cette année. En outre, les organes de gestion plaident pour plus de financement afin que leurs tâches soient aisées. Péril également en Inde. Environ 170 personnes portées disparues hier dans la région nord du pays après la rupture d'un glacier de l'Himalaya qui a provoqué une crue en tombant dans une rivière. On dénombre aussi au moins 14 morts dont les corps ont été retrouvés dans le lit de ce cours d'eau. En Côte d'Ivoire, les travaux du Comité national de coordination et de suivi de la réforme des finances publiques. Après 3 années de mise en œuvre, il s'agissait de faire le bilan des différentes activités. C'était un grand bassin dans la région sud du pays. À noter que les participants à cette réunion ont souligné des résultats satisfaisants qui garantissent la transparence, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques. Les explications dans ce reportage de Jean-Jacques Kwame-Ala et Jean-Luc Bambo. Au nombre des résultats satisfaisants enregistrés par la Côte d'Ivoire depuis la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, on peut mentionner, entre autres, le budget qui est désormais exécuté en mode budget-programme ou gestion axée sur les résultats. L'administration de la gestion des impôts a également été améliorée avec la mise en place du CGC, Système intégré de gestion des impôts. La dématérialisation du paiement des impôts, l'interconnexion des services douaniers aux frontières Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On note également le passage de la Chambre des comptes en Cour des comptes et le système de passation des marchés qui s'est substantiellement amélioré pendant que le taux de gré à gré a été considérablement réduit. Enfin, la direction des marchés publics est devenue Direction générale des marchés publics avec l'adoption des nouveaux codes des marchés publics. Toutes ces mesures réalisées, faut-il le rappeler, se concentrent sur les instances et les procédures qui doivent garantir la transparence, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, y compris dans l'utilisation des ressources. En termes de perspective, on note un nouveau schéma directeur de la réforme des finances publiques qui est en cours d'élaboration. Il permettra d'adresser les nouvelles réformes induites par cette amélioration continue de la gestion des finances publiques.
Yamoussoukro, dans le centre du pays, a abrité récemment une rencontre des acteurs du secteur de la construction, du logement et de l'urbanisme. Objectif, faire le bilan des activités 2019 et 2020. Des travaux en présence, bien sûr, du ministre Bruno Koné. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. 17 arrêtés de concession définitive ACD délivrés ces 12 derniers mois. Réduction du délai de délivrance du permis de construire. Délai qui passe de 30 à 21 jours. 11 effondrements du meuble en 2020. Réalisation des 100 000 logements sociaux à Abidjan en 2020. Bilan dressé par Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au cours du séminaire bilan 2019-2020, perspective 2021. D'importants efforts ont été faits pour traiter le stock de dossiers présents dans nos services, ce qui a conduit à la signature de plus de 17 000 ACD en 2020, contre une moyenne de 5 500 au cours des 5 dernières années. Nous avons le problème de délimitation des terroirs qui ne facilite pas la résolution des litiges. Durant 2 jours, les difficultés des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme sont passées au peigne fin. Pour 2021, Bruno Koné annonce des mesures pour améliorer la qualité des services proposés aux usagers. La loi dit aujourd'hui que le recours à un architecte est obligatoire. Nous avons négocié avec l'ordre des architectes pour fixer un forfait pour les constructions jusqu'à un certain niveau. Et nous avons ensemble arrêté et convenu que les constructions jusqu'à 55 mètres carrés, les honoraires de l'architecte seraient plafonnés à 300 000 francs. Plus de 10 milliards de francs CFA mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face aux frais de location des bâtiments abritant les services de l'État. Pour réduire ces dépenses, des cités administratives seront construites dans les régions. Une meilleure implication du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour mettre fin au lotissement irrégulier et anarchique. Réhabilitation et livraison des tours administratives. Un nouveau conseil d'administration pour le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire. Les membres de ce conseil ont été installés récemment. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire veut mettre en lumière le potentiel géologique ivoirien en le transformant en opportunité pour les investisseurs. C'est une association qui veut véritablement aider et accompagner le gouvernement dans un développement économique et social. L'élan qui a démarré depuis maintenant 4 ans consiste véritablement à montrer la contribution économique de nos entreprises, leur apport, leur assistance auprès des communautés dans lesquelles elles interagissent et surtout leur gage de professionnalisme et de performance au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. L'industrie minière dans le pays a un potentiel important du fait du sous-sol qui regorge de nombreuses ressources et aussi du cadre réglementaire mis en place depuis 2014. À l'horizon 2025, le secteur contribuera à 5% du PIB et créera 25 000 emplois directs avec plus de 20 milliards comme volume d'investissement et 5 milliards en termes d'impact sur la communauté. Jean-Claude Diplo en est le nouveau président pour 2 ans. On s'inscrit dans une sorte de continuité. On a eu une vision stratégique déclinée en 3 grands axes en 2016-2018. C'est donc la continuation de cet exercice-là stratégique qui lui-même s'inscrit dans le plan national de développement, le PND 2021-2025, que nous allons mettre en œuvre. La réforme que nous avons eue en 2014 pour apporter en Côte d'Ivoire le code minier dont on est assez fier et que le marché international a plébiscité, cette réforme-là a été le résultat de la capacité de dialogue que le gouvernement a démontré. Le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire est une association patronale regroupant l'ensemble des acteurs du secteur. Créé en 2008, il regroupe quelques 47 sociétés minières dans le pays. Bientôt la création d'environ 400 emplois directs à Béoumi, dans la région centre du pays. En effet, une usine agroalimentaire de transformation de noix de cajou a été inaugurée il y a quelques jours. C'est un investissement de 400 millions de francs CFA. Les précisions, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Une usine agroalimentaire spécialisée dans la transformation de noix de cajou sorties de terre à Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire. Un investissement privé de plus de 400 millions de francs CFA qui vient booster le développement de la localité. Vente de l'anacade, emploi,
Le bonheur est au pied du pays côté, Béoumi. Nous employons, comme on l'a précisé, aujourd'hui par contre 350 personnes de façon continue et permanente. Nous distribuons juste pour notre modeste contribution 25 millions de francs CFA de salaire chaque mois ici à Béoumi. Nous versons 120 millions en moyenne aux planteurs. Le directeur général du Conseil coton Anacad relève l'opportunité d'un tel investissement. Notre bonheur résulte de ce que nous constatons que les orientations stratégiques de la politique du gouvernement, sous l'orientation du président de la République, trouvent un écho favorable à Béoumi. Cet écho favorable, c'est cette belle réalisation qui donne de l'emploi aux jeunes de Béoumi. Les populations de Béoumi, bénéficiaires des retombées de l'usine, veulent tourner le dos à la division et saisir cette chance d'aller de l'avant. C'est ce qu'on attend de vous, malgré la politique, entendez-vous. Cette politique, c'est pour le pays, c'est pour votre région, pour le peuple congolais. Vous voyez, quand nous voyons ça, on sent le besoin de vivre. Ne vous dispersez plus. Prenez exemple sur votre frère, Sandogo. L'inauguration de l'usine agroalimentaire Foodsco de Béoumi était placée sous le parrainage du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté par son directeur de cabinet, Ali Cissé, qui a traduit la joie débordante du parrain de voir un jour nouveau qui s'élève pour Béoumi. L'autonomisation de la femme et le vivre ensemble encouragé dans la région de l'Abagoué, dans le nord du pays. C'est une initiative de la Fédération des associations des femmes de Couto. Les détails, Godefroy Okambawa. Le stade municipal de Couto coloré des femmes de cette localité. Environ 2000, venus de tous les quartiers de Couto, ont fait revivre l'ambiance des célébrations de la Journée internationale de la femme. Mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est une mobilisation en faveur de la première sortie de la fêtière dénommée Fédération des femmes de Couto. Un ensemble de 60 associations et ONG qui fédèrent leurs actions en un objectif commun, l'autonomisation des femmes de Couto et la promotion du vivre ensemble dans ce département de la région de l'Abagoué. Dans cette association, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas Senoufo, il n'y a pas Burkinabé, on est tous les créatures de Dieu et c'est sur ça que nous travaillons. La Fédération des femmes de Couto a choisi le ministre Bruno Nabagné-Koné comme parrain pour sa première sortie. La Fédération des femmes de Couto est forte de 2000 femmes issues de tous les secteurs d'activité. Elle se veut creuser d'union et cadre de promotion de la cohésion sociale et de paix. Dans l'actualité nationale également, l'inauguration d'une école primaire à Ngetiakro, village situé dans la région du Gontougo, dans le nord-est du pays. Cette infrastructure scolaire a été réalisée par le réseau ivoirien du développement. Mahama Traoré. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire du village de Ngetiakro dans la sous-préfecture d'Apimadoum, département de Bondoukou. Un geste de l'ONG Réseau ivoirien pour le développement RIT, présidé par le colonel Martin Fofié-Kouakou. C'est une manière pour moi, modestement, de contribuer non seulement au développement de cette sous-préfecture, mais d'aider aussi à la formation des cadres de demain. Car l'école reste, à n'en point douter, le meilleur moyen pour assurer une bonne éducation et une bonne insertion durable de nos enfants. En souvenir de ce qu'était l'ancienne école du village, les populations de Ngetiakro sont aujourd'hui soulagées et surtout reconnaissantes. Vous avez répondu favorablement à notre cri de cœur en trouvant l'ONG dénommée Réseau ivoirien de développement, RIDA, et des bienfaiteurs qui ont construit cette école. Maman, sous-préfet, nous nous souviendrons toujours de cet acte de bonté à notre égard. C'est pourquoi nous avons décidé que l'école porte votre nom. Je prends l'engagement, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de faire un bon usage de cette école à la satisfaction de Gontougo, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la Côte d'Ivoire. C'est donc un bien cher que nous devons préserver jalousement.
vous devez en prendre grand soin pour que les générations futures puissent également en profiter. Des tables bancs ont été remis à cette école par le maire de Bondoukou et le directeur régional de l'éducation nationale. Le premier magistrat de Bondoukou a également fourni 5 tonnes de ciment pour la construction des logements des enseignants. Des nouvelles sportives à présent. La Côte d'Ivoire poursuit la promotion de la candidature Jacques-Bernard Daniel Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. Les ministres Paulin Dao et Albert Amichia ont donc rencontré récemment les dirigeants sportifs de 14 pays africains. Les détails, Walter Amadou. Objectif de cet important déploiement diplomatique, s'appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques-Bernard Daniel Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la CAF. Après le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la deuxième étape de la mission du ministre Paulin-Claude Dao l'a conduit au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football, et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette tournée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillis et reçus en audience par les présidents. Les chefs d'État empêchés ont délégué leurs ministres d'État et des Sports à avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes. À la clé, des échanges avec les présidents des fédérations de football des pays visités. Rappelons qu'en janvier dernier, en marge de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2021, le ministre ivoirien des Sports, Paulin-Claude Dao, avait été reçu en audience par le président du Cameroun, Paul Biya. Et toujours au chapitre sport, le Maroc, vainqueur pour la deuxième fois consécutive du championnat d'Afrique des Nations. Pour cette édition 2021, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur les Aigles du Mali par 2-0. Des buts inscrits en seconde période de jeu. Bravo les champions, vous le méritez. Vous avez donné du football de votre pays une bonne image. Et 2-2 pour les Lions de l'Atlas du Maroc qui remportent ainsi la 6e édition du CHAN 2021 au stade Amadou Ahidjo du Cameroun. Pour cette finale face aux Aigles, ce sont les Marocains qui, les premiers, donnent les signaux à la 18e minute. Le coup franc du buteur maison Raimi est bien suivi par le portier malien Diarra. Les hommes d'Oussine Amouta passent à la vitesse supérieure et marquent 2 buts sur des balles arrêtées. Aux 69e et 79e minutes, Soufiane Bouftini et le capitaine Ayoub El Kaabi trompent de la tête l'excellent portier malien. Le Mali finit la partie à 10-11 après l'exclusion d'Issaka Samaké. Les Lions de l'Atlas gèrent tranquillement le reste du temps jusqu'au coup de sifflet final. Les Verts et Rouges restent sur le toit du continent grâce à ce succès 2-0 devant le Mali. La sélection malienne perd ainsi sa deuxième finale après l'échec de 2016 devant la RDC. Le Maroc, de son côté, entre dans l'histoire de cette jeune compétition africaine en devenant la première nation à conserver sa couronne et rejoint la RDC au palmarès. En image, un tout autre sujet, notamment les réformes pour redynamiser le bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida. Des assises ont donc été organisées récemment à Jacquesville, dans la région sud du pays.
Enfin, des manifestations en Birmanie. Des milliers de personnes sont descendues aujourd'hui pour la 3e journée consécutive dans les rues du pays pour protester contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. À noter qu'il y avait notamment des travailleurs répondant à l'appel à la grève générale et rejoignant la fronde. Voilà, ce journal touche à sa fin. Édition à retrouver sur notre site rti.ci. Merci à tous.